Sur le front de l'Est, en plein cœur de 1942, une arme a tout changé. Son utilisation violait tous les codes de la guerre, mais aucune armée ne pouvait résister à son efficacité brutale. Voici l'histoire du lance-flammes, l'arme interdite qui décidait qui vivrait ou mourrait dans les tranchées gelées de Russie. Berlin, automne 1940. Dans les laboratoires secrets de l'armement allemand, des ingénieurs perfectionnent une création qui allait redéfinir la guerre moderne, le Flammenwerfer 35. Cette arme incendiaire portative pouvait projeter des flammes jusqu'à 25 mètres de distance, transformant n'importe quel soldat en machine à tuer terrifiante. Le dispositif était relativement simple. Un réservoir dorsal contenant 10 litres de mélange combustible à base d'huile de goudron et de benzène, connecté à un tube d'éjection muni d'un système d'allumage par cartouche de magnésium. Les hauts commandements de la Wehrmacht savaient que l'opération Barbarossa approchait. Hitler avait ordonné l'invasion de l'Union soviétique pour juin 1941, et les stratèges allemands étudiaient attentivement les fortifications soviétiques le long de la frontière. Les bunkers en béton armé, les tranchées profondes et les positions fortifiées représentaient un obstacle majeur. Les armes conventionnelles, fusils, mitrailleuses, même l'artillerie, avaient leurs limites face à ces défenses massives. Le lance-flammes offrait une solution terrifiante. Il ne nécessitait pas de précision extrême et pouvait éliminer des positions entières en quelques secondes. Les documents déclassifiés révèlent que 3500 unités de Flammenwerfer 35 furent produites entre 1940 et le début de 1941. Chaque unité pesait environ 35 kg à pleine charge et nécessitait un opérateur spécialement entraîné. Ces soldats, appelés Flammenwerfer-Truppen, recevaient une formation intensive de 6 semaines dans des camps d'entraînement près de Hambourg et Munich. Ils apprenaient à manipuler le mélange inflammable, à maintenir une distance de sécurité avec leurs camarades et surtout à accepter psychologiquement le rôle qu'ils allaient jouer. Ce qui rendait le lance-flammes particulièrement redoutable, c'était son effet psychologique. Les soldats ennemis, voyant les flammes approcher, choisissaient souvent de fuir leur position fortifiée plutôt que de faire face à une mort par le feu. Les tests effectués sur des bunkers simulés montraient que même sans contact direct avec les flammes, l'oxygène à l'intérieur d'un espace confiné était rapidement consumé, provoquant l'asphyxie en moins de 40 secondes. Le lance-flammes n'était pas simplement une arme, c'était un outil de terreur absolue. Mais derrière cette efficacité se cachait une réalité troublante. Même à cette époque, les conventions internationales débattaient de l'éthique des armes incendiaires. Le protocole de Genève de 1925 avait interdit l'usage d'armes chimiques, mais les lance-flammes restaient dans une zone grise, techniquement légaux, moralement contestables. Cette ambiguïté allait définir leur utilisation pendant toute la guerre. Le 22 juin 1941, lorsque 3 millions de soldats allemands franchissent la frontière soviétique, les Flammenwerfer-Truppen sont en première ligne. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'armée rouge possède aussi ses propres lance-flammes. Le front de l'Est s'apprête à devenir l'enfer sur Terre. Ce début vous intrigue? Commentez Flamme si vous voulez découvrir ce qui s'est vraiment passé à Stalingrad. Et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun secret de la Seconde Guerre mondiale. Septembre 1942. Stalingrad. La ville qui portait le nom du dictateur soviétique était devenue le symbole de résistance russe face à l'avancée allemande. Mais ce que les livres d'histoire mentionnent rarement, c'est que Stalingrad fut aussi le théâtre de l'utilisation la plus intensive de lance-flammes de toute la Seconde Guerre mondiale. Dans les ruines fumantes de cette métropole industrielle, deux armées s'affrontaient non pas sur des champs de bataille ouverts, mais dans les décombres de fabriques, les sous-sols d'immeubles écroulés et les égouts transformés en bunkers de fortune. Le général Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée allemande, avait ordonné l'utilisation massive des Flammenwerfer pour nettoyer les poches de résistance soviétiques bâtiment par bâtiment. Les rapports militaires allemands de cette période décrivent des scènes apocalyptiques. Des soldats de la Wehrmacht progressant lentement dans des rues jonchées de gravats, tandis que les lance-flammes projetaient des jets de feu dans chaque fenêtre, chaque cave, chaque recoin où des défenseurs soviétiques pouvaient se cacher. Mais l'armée rouge ne restait pas passive. Dès octobre 1942, les soviétiques déployèrent leur propre modèle de lance-flammes, le ROKS-2 et le ROKS-3. Ces armes, techniquement similaires aux modèles allemands, mais avec une capacité légèrement supérieure, 12 litres de combustible contre 10 pour le Flammenwerfer 35, les soldats soviétiques, désespérés de défendre chaque mètre de leur ville, utilisaient ces armes avec une détermination fanatique. Les témoignages de vétérans allemands et soviétiques, recueillis des décennies après la guerre, convergent sur un point. Le combat au lance-flammes était la forme de guerre la plus terrifiante qu'ils avaient connue.
Un ancien soldat de la 62e armée soviétique, Ivan Petrov, raconta en 1985 « Quand tu voyais les flammes arriver, tu savais que tu avais deux choix, fuir ou mourir brûlé. Il n'y avait pas de troisième option. Même les plus courageux d'entre nous tremblaient. » Les statistiques révèlent l'ampleur de cette horreur. Entre septembre et novembre 1942, à Stalingrad, on estime que 15% des pertes en combat urbain étaient directement liées aux armes incendiaires. Cela représente environ 6000 soldats allemands et soviétiques tués ou gravement blessés par les lance-flammes en seulement 3 mois. La fabrique de tracteurs de Stalingrad, transformée en forteresse par les soviétiques, fut le théâtre de certains affrontements intenses. Les Allemands lançaient 13 assauts successifs avec des lance-flammes pour déloger les défenseurs. 13 fois, les flammes envahissaient les ateliers métalliques. 13 fois, les soviétiques résistaient ou contre-attaquaient avec leurs propres armes incendiaires. Ce qui rendait Stalingrad particulièrement propice à l'usage des lance-flammes, c'était la nature même du combat urbain. Les distances courtes, les espaces confinés et l'impossibilité d'utiliser l'artillerie lourde sans risquer de détruire ses propres positions faisaient du lance-flamme l'arme parfaite pour ce type d'engagement. Mais cette efficacité tactique avait un prix, la déshumanisation complète du conflit. Les soldats des deux camps racontaient qu'après avoir utilisé ou été témoins de l'usage du lance-flamme, quelque chose en eux changeait irrémédiablement. En novembre 1942, l'encerclement soviétique de la 6e armée allemande commence. Les lance-flammes continuent d'être utilisés, mais désormais dans un contexte défensif. Ironie cruelle, les armes destinées à l'attaque servent actuellement à retarder l'inévitable. Le 2 février 1943, Paulus se rend. Parmi les prisonniers allemands, les opérateurs de lance-flammes sont immédiatement identifiés. Leurs uniformes portent encore les marques de suie et l'odeur caractéristique du combustible. Beaucoup ne survivront pas à la captivité. Pour les soviétiques, ces hommes incarnaient le visage le plus brutal de l'invasion nazie. Vous êtes toujours là? Parfait. Parce que maintenant, on entre dans le débat qui a déchiré les chancelleries mondiales. Restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi cette arme fut finalement interdite. Pendant que le front de l'Est brûlait littéralement, à des milliers de kilomètres de là, dans les salons feutrés de Genève et de Londres, une bataille d'un autre genre se déroulait. Les juristes internationaux, les diplomates et les organisations humanitaires tentaient de répondre à une question complexe. L'utilisation du lance-flamme violait-elle les lois de la guerre? Le débat n'était pas nouveau. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient utilisé des lance-flammes lors de la bataille de Verdun en 1916, provoquant l'indignation internationale. Mais à l'époque, aucun traité ne régulait spécifiquement les armes incendiaires. Le protocole de Genève de 1925 avait interdit les gaz de combat, considérés comme inhumains, mais les lance-flammes n'entraient pas dans cette catégorie. Ils n'étaient pas chimiques, ils étaient simplement du feu. En 1942, le Comité international de la Croix-Rouge, basé en Suisse neutre, publia un rapport confidentiel analysant l'usage des lance-flammes sur le front de l'Est. Le document, déclassifié seulement en 1995, révèle que le CICR considérait ces armes comme causant des souffrances inutiles et disproportionnées, et recommandait leur interdiction totale. Mais ce rapport n'avait aucune force contraignante. Les grandes puissances belligérantes, Allemagne, Union soviétique, États-Unis, Royaume-Uni, toutes utilisaient des lance-flammes et aucune n'était prête à les abandonner. Les conventions de Genève de 1929, qui régulaient le traitement des prisonniers de guerre et la protection des civils, contenaient le principe de proportionnalité. Les moyens de guerre ne devaient pas causer de souffrances excessives par rapport à l'avantage militaire obtenu. Techniquement, le lance-flamme violait ce principe. Une balle tue rapidement, une explosion également. Mais le feu inflige une agonie prolongée. Les victimes de brûlures graves pouvaient souffrir pendant des jours, des semaines avant de mourir dans des souffrances atroces. Et celles qui survivaient portaient les cicatrices physiques et psychologiques pour le reste de leur vie. Pourtant, les militaires défendaient farouchement cette arme. Le général britannique Bernard Montgomery, héros de la campagne d'Afrique du Nord, déclarait en 1943 que dans certaines situations tactiques, notamment contre des fortifications ennemies, le lance-flamme est non seulement efficace, mais nécessaire pour sauver les vies de nos propres soldats. C'était l'argument clé. En éliminant rapidement une position fortifiée, le lance-flamme réduisait la durée des combats et donc le nombre total de victimes.
Une logique militaire implacable qui entrait directement en conflit avec les considérations humanitaires. L'ambiguïté juridique était totale. D'un côté, l'utilisation contre des combattants en position défensive était considérée comme acceptable. De l'autre, l'usage contre des civils ou dans des zones densément peuplées était universellement condamné. Mais comment établir cette distinction en pratique ? À Stalingrad, chaque émilo contenait à la fois des soldats et des civils réfugiés dans les caves. Qui décidait si l'usage du lance-flamme était légitime ou criminel ? En 1944, alors que les Alliés préparaient le débarquement en Normandie, une directive confidentielle du commandement suprême allié stipulait que les lance-flammes devaient être utilisés avec discernement et uniquement contre des objectifs militaires clairement identifiés. Dans les faits, cette directive fut largement ignorée. Lors de la libération de la France, les troupes américaines et britanniques utilisèrent massivement des lance-flammes pour nettoyer les bunkers allemands de la ligne Siegfried. L'efficacité primait sur l'éthique. Du côté soviétique, aucune directive similaire n'existait. Staline considérait toutes les armes comme légitimes dès lors qu'elles servaient à écraser le fascisme. Les lance-flammes ROKS-3 furent même améliorées en 1944 avec une portée étendue à 30 mètres et une capacité de combustible augmentée à 15 litres. L'armée rouge en produisit plus de 5000 unités supplémentaires pour l'offensive finale vers Berlin. Ainsi, pendant toute la durée de la guerre, le lance-flamme demeura une arme légale mais moralement contestée. Les généraux l'adoraient, les soldats la craignaient, les juristes la dénonçaient. Cette tension ne serait résolue que 35 ans plus tard, bien après la fin du conflit. Les archives médicales militaires racontent une histoire que les historiens préfèrent souvent omettre. Car derrière les stratégies, les batailles et les statistiques, il y a les corps. Les corps brûlés, mutilés, détruits par le feu. Et ces archives conservées dans les hôpitaux militaires soviétiques de Moscou et dans les centres médicaux allemands de Berlin révèlent l'ampleur véritable du cauchemar vécu par les victimes des lance-flammes. Les dossiers médicaux soviétiques déclassifiés en 2003 indiquent qu'entre 1941 et 1945, approximativement 23 000 soldats de l'armée rouge furent traités de brûlures graves causées par des lance-flammes allemands. Parmi eux, 42% moururent de leurs blessures malgré les soins. Les 38% restants survivirent, mais avec des séquelles permanentes, visages défigurés, membres amputés, poumons endommagés de manière irréversible. Du côté allemand, les chiffres sont similaires. Environ 18 000 soldats de la Wehrmacht traités pour de brûlures au lance-flammes, avec un taux de mortalité de 45%. Le docteur Anton Müller, chirurgien allemand affecté au front de Stalingrad, rédigea en 1943 un rapport médical détaillé sur les victimes de lance-flammes. Il écrivait « Les blessures causées par le feu sont d'une nature particulièrement atroce. La peau se consume en quelques secondes, exposant les tissus musculaires et parfois les os. Mais le plus terrible est l'inspiration de gaz surchauffés et de monoxyde de carbone. Les poumons brûlent de l'intérieur, provoquant une asphyxie lente et douloureuse. Nos moyens médicaux sont totalement inadéquats face à ces traumatismes. » Les témoignages de survivants confirment cette horreur clinique. Sergueï Volkov, soldat soviétique blessé par un lance-flamme en décembre 1942, près de Stalingrad, raconta en 1987 « J'étais dans une tranchée avec 3 camarades quand le jet de feu est arrivé. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Une seconde, j'étais vivant, la suivante, mon arme gauche était en feu. L'odeur de mon propre flèche brûlant est quelque chose que je sens encore aujourd'hui, 45 ans plus tard. Mes camarades ont tous péri, moi j'ai survécu, mais pendant des mois j'ai prié pour mourir. » Ce qui rendait les blessures par lance-flamme particulièrement dévastatrices, c'était leur nature multidimensionnelle. Premièrement, les brûlures thermiques directes détruisaient la peau et les tissus. Deuxièmement, l'inspiration de gaz surchauffés et de monoxyde de carbone causait des dommages pulmonaires massifs. Troisièmement, le choc traumatique plongeait souvent les victimes dans un état de stupeur qui retardait les premiers soins. Et enfin, les infections post-brûlure, dans les conditions sanitaires précaires du front, étaient presque toujours mortelles. Les hôpitaux de campagne n'étaient pas équipés pour traiter ce type de blessures. Les antibiotiques étaient rares, la morphine limitée et les techniques de greffe de peau encore rudimentaires. Les médecins militaires devaient choisir qui sauver et qui laisser mourir.
Les soldats brûlés à plus de 60% de leur surface corporelle étaient généralement classés comme pertes acceptables, un euphémisme médical pour condamner. On leur administrait de la morphine pour adoucir l'agonie, puis on les laissait mourir dans un coin de la tente médicale. Mais au-delà du physique, il y avait le trauma psychologique. Les soldats qui avaient survécu à une attaque au lance-flammes développaient ce que les psychiatres militaires de l'époque appelaient le syndrome de la flamme, une forme de stress post-traumatique caractérisée par des cauchemars récurrents de feu, une peur panique des espaces confinés et une incapacité à supporter la chaleur. Beaucoup devenaient incapables de retourner au combat. Certains se suicidaient. Un rapport confidentiel de l'état-major soviétique de mars 1943 notait que les soldats témoins d'attaques au lance-flammes montraient des signes de démoralisation sévère et que le moral des troupes chutait drastiquement après de tels incidents. Le commandement réagit en intensifiant la propagande. Les soldats brûlés étaient présentés comme des héros martyrs et l'utilisation du lance-flammes par l'ennemi était décrite comme une preuve supplémentaire de barbarie nazie. Mais cette propagande ne changeait rien à la réalité vécue par les hommes sur le terrain. Les opérateurs de lance-flammes eux-mêmes n'étaient pas épargnés psychologiquement. Plusieurs témoignages d'anciens Flammenwerfertruppen allemands, recueillis dans les années 1970, révèlent une profonde culpabilité. Hans Schmidt, ancien opérateur, confia en 1976 « Je ne peux pas oublier les cris. Quand tu tires une balle, la mort est rapide. Mais avec le feu, les hommes hurlent, ils courent en flammes, ils te supplient. J'ai fait mon devoir de soldat, mais j'ai perdu mon humanité. » Le prix humain du lance-flammes ne se mesurait donc pas seulement en morts et en blessés. Il se mesurait en âmes brisées, en vies détruites, en humanité perdue. Et ce prix, l'histoire l'a longtemps ignoré. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Le 2 septembre, le Japon se rend. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Mais l'histoire du lance-flammes, elle, continue. Et la question demeure, comment le monde allait-il traiter cette arme qui avait causé tant de souffrances? Dans l'immédiate après-guerre, rien ne change. Les lance-flammes restent dans les arsenaux militaires de toutes les grandes puissances. Pendant la guerre de Corée, 1950-1953, les forces américaines utilisent massivement des lance-flammes portables M2 contre les positions chinoises et nord-coréennes. Au Vietnam, 1955-1975, l'armée américaine emploie non seulement des lance-flammes portables, mais aussi des lance-flammes montés sur des chars M67 Zippo. Des milliers de soldats vietnamiens et de civils périssent brûlés. L'usage de napalm par les bombardiers américains, essentiellement un lance-flammes aérien, devient l'un des symboles les plus controversés de cette guerre. Mais parallèlement, la conscience internationale évolue. Les images de la guerre du Vietnam, diffusées pour la première fois massivement à la télévision, montrent au monde entier les effets dévastateurs des armes incendiaires. La photographie emblématique de Kim Phuc, fillette vietnamienne de 9 ans fuyant nue après une attaque au napalm en 1972, provoque une onde de choc mondiale. L'opinion publique, particulièrement en Occident, commence à exiger des comptes. Comment peut-on justifier l'usage d'armes qui brûlent vivants des enfants? En 1977, un premier pas est franchi. Le protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève interdit explicitement les attaques contre les civils, incluant l'usage d'armes incendiaires en zone peuplée. Mais cette restriction reste limitée. L'usage contre des combattants demeure autorisé. Il faudra attendre 1980 pour qu'une véritable révolution juridique se produise. Le 10 octobre 1980, à Genève, la Convention sur certaines armes classiques, CCAC, est adoptée. Son protocole 3 traite spécifiquement des armes incendiaires. Le texte stipule « Il est interdit d'utiliser des armes incendiaires contre des objectifs militaires situés dans des concentrations de civils ». Plus important encore, le protocole définit strictement ce qu'est une arme incendiaire. Toute arme ou munition conçue au premier chef pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures aux personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des deux. Cette définition inclut explicitement les lance-flammes. Bien que le texte n'interdise pas totalement leur usage, il le restreint si sévèrement que dans la pratique, leur utilisation devient quasiment impossible dans un conflit moderne.
les armées occidentales commencent progressivement à retirer les lance-flammes de leurs arsenaux. En 1978, les États-Unis cessent officiellement la production de lance-flammes portables. En 1984, l'OTAN adopte une directive interne recommandant l'abandon des armes incendiaires au profit d'armements plus précis et moins controversés. Mais tous les pays ne suivent pas cette tendance. La Russie, héritière de l'Union soviétique, conserve des lance-flammes dans son arsenal jusqu'au début des années 2000. En 2001, lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, des rapports non confirmés mentionnent l'usage de lance-flammes russes contre des positions rebelles dans la ville de Grozny. Ces informations, bien que démenties par Moscou, rappellent que 60 ans après Stalingrad, le fantôme du lance-flamme hante encore certains champs de bataille. Aujourd'hui, en 2024, le lance-flamme est considéré comme une arme obsolète et moralement inacceptable. Aucune armée occidentale ne l'utilise. Les rares lance-flammes encore existants sont conservés dans des musées militaires, témoins silencieux d'une époque où la fin justifiait les moyens, où l'efficacité tactique primait sur l'humanité. Mais le légat du lance-flamme va au-delà de l'objet lui-même. Il pose une question fondamentale que chaque génération doit affronter. Jusqu'où peut-on aller dans la guerre? Existe-t-il des limites morales absolues, même face à un ennemi déterminé? La réponse, forgée dans les flammes de Stalingrad et gravée dans les traités internationaux, est claire. Oui, il existe des lignes à ne pas franchir. Même dans le chaos de la guerre, l'humanité doit prévaloir. Le lance-flamme est interdit aujourd'hui, non pas parce qu'il était inefficace, au contraire, il était terriblement efficace. Il est interdit parce que l'humanité collectivement a décidé que certaines formes de souffrance sont inacceptables, quelles que soient les circonstances. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. Le progrès moral, même lent, est possible, même après les pires horreurs. Voilà l'histoire de l'arme interdite du front de l'Est. Une arme qui a changé la guerre, mais que le monde entier a finalement choisi de bannir. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Si ce documentaire vous a captivé, abonnez-vous à l'Énigme militaire. Nous explorons les secrets les plus sombres et les plus fascinants de la Seconde Guerre mondiale. Chaque semaine, une nouvelle enquête historique vous attend. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et regardez notre prochain documentaire pour découvrir d'autres mystères que l'histoire a tenté d'effacer. À très bientôt pour une nouvelle énigme.